C'est une agression d'une extrême violence dont Bernard Tapie et sa femme Dominique ont été victimes dans leur résidence secondaire à Comble-la-Ville en Seine-et-Marne dans la nuit de samedi à dimanche. Bernard Tapie et son épouse ont été violentés lors d'un cambriolage. Et dans la nuit de samedi à dimanche. Roués de coups et séquestrés par leur agresseur, le couple a été pillé par une bande bien organisée de 4 malfaiteurs. Alors qu'on sait que l'état de santé de Bernard Tapie est très fragile en raison du cancer contre lequel il se bat depuis plusieurs années, les agresseurs ont frappé sans pitié. Sa femme Dominique, 70 ans, a même été traînée par les cheveux dans plusieurs pièces de la maison, avant de parvenir à prendre la fuite et prévenir les voisins afin de lancer l'alerte. Ce soir, Stéphane Tapie revient sur la soirée d'horreur qu'ont vécu Bernard Tapie, son père, et Dominique. Merci mon Stéphane d'amour, mon frérot, d'être là. Merci Cyril. Je suis très content de te voir aujourd'hui parce que j'étais inquiet hier quand j'ai appris ça et voilà, et j'ai eu tes nouvelles assez vite. Juste, c'est vrai que je crois que tout le monde a été choqué hier. Quand on a appris ça, Gilles, je sais que tu es bouleversé. T'aimes beaucoup Bernard. J'adore, et bouleversé. Tout le monde l'aime, et là tout le monde peut, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, là voilà. Bien sûr. Par la violence, par le côté presque barbare de l'agression, un homme qui souffre son épouse. J'ai été franchement bouleversé, hyper ému. Ouais. Guillaume, vous voulez dire? Mais c'est terrible, il n'y a rien de plus abject que de s'attaquer physiquement à un homme qui se bat contre la maladie. À sa femme, les photos qu'on a vues, elles sont absolument abjectes, donc c'est honteux en fait. Justement, on va en parler avec Stéphane. Alors déjà, comment ils vont Bernard et Dominique? Bien mieux aujourd'hui. Bien mieux? Ouais. Déjà, ça va déjà un peu mieux Ça va bien mieux physiquement, ça va moins bien, enfin ça va toujours pas terrible moralement, mais bon, c'est dur, c'est dur. C'est dur, mais tu vois, ce que disait Gilles, il y a une solidarité magnifique de certaines personnes et ça aide beaucoup. Alors déjà, nous les proches, qu'on soit là, et puis les anonymes, les moins anonymes. Et à ce moment-là, tu te dis, mais il y a d'autres gens qui vivent ça et qui n'ont pas cette chance, entre guillemets, d'être dans la lumière et qui doivent, une fois que la police referme la porte, ils doivent vivre dans leur maison et ils n'ont pas la possibilité de parler, de s'exprimer, d'extérioriser, si ce n'est que leur propre entourage qui lui-même est marqué et choqué. Donc, voilà, c'est plus à ces gens-là aujourd'hui qu'on pense, tu vois, paradoxalement. C'est bien de le dire. Stéphane, juste... Parce que ça arrive tous les jours, apparemment. C'est vrai. Et personne... voilà, Et malheureusement, ces gens-là se retrouvent seuls, quoi, sans la parole. Stéphane, toi, comment t'apprends ce qui s'est passé? C'est ton papa qui t'appelle? Oui, il m'a appelé dans la nuit. Dans la nuit, à quelle heure tu vois un appel à quelle heure? Il a commencé à m'appeler on se met à ta place. À 3h du matin. C'est que ton papa déjà est malade, on sait que Bernard est malade. À 3h du matin, tu vois un appel de ton père, déjà, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Je dormais, donc je ne l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu ouais. Donc tu découvres à quelle heure l'appel? Je l'ai découvert à 6h30. 6h30, tu vois que ton père t'a appelé plusieurs fois ou tu vois Non, parce que quand je me lève, je n'allume pas mon téléphone, moi, d'habitude. Ouais. Voilà, là, je prends mon café et je me mets devant la télé comme tous les matins. Là, c'est incroyable. Tu la prends devant la télé? Et oui. Oh là là. Et oui, je la prends comme ça. C'est fou. Et ma femme me dit, mais vite, viens voir ce qui se passe. Et là, j'allume le téléphone et je vois 172 appels, des messages de partout, des amis, beaucoup d'amis. Ouais. Et voilà. Mais c'est dur, ouais. Tu vois d'un coup à la télé, tu vois, le café, il a du mal à passer. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, Bernard, il est parti donc avec ta belle-mère avec son épouse dans sa maison de campagne. Ils étaient que tous les deux? Ils étaient tous les deux le soir. Ouais. La journée, il y avait mon frère ou ma sœur, je ne sais plus, il y avait un des deux qui était là. Et mon frère devait dormir là-bas et finalement, il est rentré. Mais ils étaient ultra surveillés, à mon avis, donc, parce qu'ils ont vu les allers-retours. Et en plus, ils n'y vont pas tous les week-ends. Et ils y vont parfois juste la journée, pas le soir. Donc, c'était ultra préparé. Ultra préparé. Mais il y a plein de gens qui posent la question, qui se disent Bernard Tapie, il n'a pas de sécurité, de service de sécurité avec lui. Bah non. Il se déplace tout seul. Bah oui. Non, mais il en aurait. Non, mais il y a plein de gens qui se posent la question, je te le dis, qui se sont posés la question, qui se sont dit c'est incroyable que Bernard Tapie n'ait pas de service de sécurité. Mais pourquoi faire? Il y a que des gens bienveillants, normalement. Oui, c'est vrai, mais bon, on regarde, pas toujours. Et donc là, c'est dans la nuit, quoi, 3h du matin? Non, lui, il s'est fait réveiller à minuit et demi, 1h. Minuit et demi, d'accord. Donc ils sont en train de dormir?
Ils sont tous les deux dans la maison. Tous les deux, et ils se font réveiller avec la highlight dans les yeux, coup de batte. Direct. Direct, ouais. Ils savaient qu'ils allaient chez ton papa. Oui, ils n'étaient pas étonnés que ce soit lui. C'était pas un hasard. Non, c'était pas un hasard. Ils savaient chez qui ils allaient. Et ils avaient cette espèce d'obsession qui hante apparemment beaucoup de monde, c'est de savoir où était le coffre-fort, quoi. Alors, c'est ce qui me paraît. Donc là, ils s'attaquent d'abord à ton papa ou d'abord à ta... D'abord à mon père, ils le mettent KO. Ton père leur a pas dit qu'il était malade ou que... Il n'a pas besoin, tu sais, ça se voit. Et puis on le sait. Donc. Oui, mais bon, Ils l'ont mis KO d'entrée pour être sûr qu'il ne bouge pas trop. Et après, ils se sont occupés de ma belle-mère qui a été pareil, réveillée. Après, elle a été, les deux ont été attachés. Mon père a été attaché par les mains et les pieds au bout du lit. Et ma belle-mère, ils lui ont attaché les mains et il la traînait dans la maison par les cheveux en lui hurlant de montrer où était le coffre qui a malheureusement pas de coffre. Pas. Ouais. Et à chaque fois qu'elle répondait non, elle en prenait une. On a l'impression d'être au Moyen-Âge. C'est incroyable. Les agressions, c'est de la barbarie. Ouais. Donc là, à un moment, elle leur dit pas qu'il n'y a pas de coffre, qu'il y a... Si, il n'y en a pas. Mais c'est pas grave, ils sont persuadés qu'il y en a. Donc, et ça dure 3/4 d'heure comme ça. Ça dure 3/4 d'heure, à un moment, ils comprennent qu'il n'y a vraiment pas de coffre? Ou qu'est-ce qui les fait partir? Ils leur en mettent tellement plein la tronche qu'ils disent qu'il n'y en a forcément pas. Donc voilà, ils partent avec juste une montre et une bague, quoi. Ils étaient 4? 4. Pas très jeunes, paraît-il, c'est ce que tu... La trentaine, ouais. Pas des voix de jeunes. Plus voix trentaine, ouais. T'en as parlé avec ton papa quand s'est retrouvé à minuit et demi avec une lampe devant lui. Qu'est-ce qu'il s'est dit? D'abord, il a essayé de se défaire pour défendre sa femme. C'est terrible pour lui. Ah ouais. Tu vois, il entendait sa femme crier dans les couloirs et lui était attaché au pied de lui. Il ne pouvait pas bouger, donc c'était terrible. Après... il y en a qui finissent par mourir sous les coups, eux non. Il faut garder le positif de ça. Voilà, c'est qu'eux, ils les ont laissés en vie. Il y en a, ils partent et ils les laissent pas en vie, les gens. Est-ce que c'est vrai que ta belle-mère a voulu protéger aussi ton papa? Elle a dit voilà... Laissez-le, il est malade, laissez-le tranquille. Et c'est moi qui vais vous dire ce que vous voulez. Et voilà. Et le problème, c'est qu'en plus, il a pris un coup derrière la tête, et comme il a une nouvelle tumeur dans la tête, ils avaient très peur que la tumeur explose. Donc, elle a voulu prendre tout de suite sa défense. Voilà. Comme je t'ai toujours dit, c'est elle le héros. Ils lui disaient quoi? Ils lui ont dit à un moment, ils l'ont appelé par son nom, ils lui ont dit on sait que t'es Bernard Tapie ou pas du tout? Pas du tout. Oui, parce qu'on peut avoir des gens qui... Ils savaient très bien chez qui il était, ça se voit. Mais ils avaient de mauvaises informations parce qu'ils croyaient qu'il y avait un coffre, en fait. Mais tu sais, ça fait partie du fantasme de tout Paris, ça, de toute la France et de tous les médias. Il y a des coffres forcément planqués chez Tapie. Voilà. Là, pour une fois, ils auront découvert que vraiment, il n'y en a pas. Et ils savaient d'autant plus visiblement ce qu'ils faisaient, parce qu'ils sont venus, ils sont rentrés par la seule fenêtre qu'il n'y avait pas d'alarme, il paraît-il, dans la maison. C'est la chambre de ta sœur où il n'y avait pas d'alarme, c'est ton frère qui a entendu ça à la télévision. Donc ils avaient fait des repérages avant, ils savaient très bien chez qui ils étaient. Quoi. Toutes les fenêtres sont équipées de capteurs. Sauf une. Voilà. Le calvaire a duré 45 minutes. Et c'est par là qu'ils sont rentrés, effectivement, et c'est une fenêtre pas facile d'accès. Ah ouais? Ouais. Donc ils s'étaient bien renseignés. Oui, ils connaissaient bien ce qu'ils faisaient. Ils s'étaient bien renseignés, sauf sur un truc, c'est qu'il n'y avait pas de coffre. Voilà. L'essentiel, donc c'est... C'est ça. Juste, il y a plein de gens qui se demandent pourquoi ton papa a refusé d'aller à l'hôpital. Pourquoi? Parce que, on va revoir les photos, c'est vrai que... Pourquoi? Qui ont choqué tout le monde. C'est ton frère aussi qui a voulu montrer cette photo, donc c'est ta belle-mère et ton père et Bernard. Et c'est vrai que c'est compliqué de les regarder, je comprends Stéphane. Oui, j'ai pas envie. Mais c'est bon. C'est dur de voir son papa. Ce que tu m'as dit, il n'a pas voulu y aller parce que voilà, il voulait que ça soit son médecin, qui regarde si ses tumeurs n'avaient pas bougé, voilà. C'est tout. Il n'a pas voulu y aller,
tu m'as dit un truc au téléphone aussi, tu m'as dit c'est très dur de voir mon père dans cet état. C'est aussi très dur de voir ma belle-mère parce que... Alors, c'est très dur, ouais, de le voir lui dans cet état, mais tu sais, il y a une espèce de réflexe. Je te dis, bon, c'est un mec, on s'est tous un peu battus, on a tous pris des trachas de temps en temps, tu vois, on s'est tous... Mais là, tu vois une femme et tu te dis, comment un être humain peut s'acharner à ce point-là sur une femme? Parce que c'est horrible, je te jure, c'est horrible de s'acharner comme ça sur une femme. Je ne comprends pas comment on arrive à avoir ce réflexe de porter des coups aussi violents à une femme. Déjà, un homme âgé atteint de la maladie, c'est bon, mais ça reste un homme. Tu vois, je ne sais pas comment t'expliquer. Mon inconscient me fait dire que ça m'a beaucoup plus choqué en voyant ma belle-mère que mon père. Voilà. C'est ça, c'est ce que tu m'as dit. Il savait très bien qu'en le tapant lui, il ne parlerait pas, mais qu'en voyant sa femme souffrir, il pourrait peut-être parler. C'est un moyen de pression. J'en sais rien, peut-être, mais il n'y a pas d'explication à la barbarie. Ah bah voilà. Donc non. Tu vois, c'est un moyen de pression pour... Le raisonnement, je ne le capte pas et voilà. Ils sont partis de la maison directement ou ils sont... Non, il y a eu d'abord l'enquête de la police judiciaire. Donc, ils sont partis après vers 15h en ambulance pour qu'ils soient sous surveillance quand même. Parce que ta belle-mère aussi n'a pas voulu aller à l'hôpital, elle voulait rester avec elle y est allée, mais elle voulu revenir, c'est ça, tout de suite. Ouais. Voilà. Elle a fait juste un aller-retour pour rester avec auprès de Bernard. Oui. Et donc, ils sont rentrés hier après-midi à Paris, en ambulance, pour être sous surveillance. Pourquoi au moment, au bout de 45 minutes, quand il demande où est le coffre, ces 4 cambrioleurs, qu'est-ce qui les a fait partir? Je pense qu'ils ont compris, comme dit Jean-Michel, ils ont tellement tapé sur ma belle-mère pour faire avouer qui que ce soit que ils ont compris qu'à un moment donné, là, ils ne pourront rien obtenir et qu'il n'y en avait pas finalement de coffre. Donc à l'arrivée, c'est 2 montres de luxe, des boucles d'oreilles et des bracelets. Ah, une montre seulement, des boucles d'oreilles et des bracelets et une bague, c'est ça? Ouais, délire. Hein. C'est incroyable cette histoire. C'est fou. Alors, aujourd'hui, elle en est où l'enquête? Ça, je ne sais pas. Apparemment, c'est le parquet de Paris qui a décidé de prendre l'affaire en main. Voilà. Heureusement, ils ont laissé un indice, heureusement. Donc, ils ont oublié un gant sur place. Donc, grâce à un gant, ils vont peut-être retrouver des traces ADN et peut-être remonter jusqu'à l'équipe, on espère. Gilles Verdez. Effectivement, la police judiciaire, il y a une unité spécialisée dans la délinquance de bande organisée. Ils soupçonnent de longs préparatifs une bande organisée. Donc, ils vont essayer, d'abord par des interrogatoires, et la police scientifique a essayé de recueillir des tas d'indices. Voilà, il y a mobilisation générale pour retrouver les coupables. Sans doute des gens très préparés et très professionnels, très organisés. Ah oui, mais bon, ils avaient de mauvaises infos. Mais mal conseillés, oui. Stéphane, quand... Ah bah, préparé, sûrement, mais... Mal informé. Mais super mal informé. Tu vois, donc préparation, oui, c'est évident qu'il y a eu une préparation, mais c'est des guignols en plus. Stéphane, qu'est-ce qui se dit ton papa aujourd'hui, Bernard? Parce que en ce moment, c'est vrai que je sais que c'était pas la c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est incroyable tout ce qui lui arrive. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il se bat encore? Est-ce qu'il... Bah c'est oui, incroyable. Moi, enfin, évidemment. C'est ça que moi, je me suis dit, c'est incroyable parce que il est encore là. Bah, il est encore là. Il a encore envie. Non, mais c'est au-delà de ça. C'est pas envie. Il se bat. Il lâche rien. Et il y a ça qui lui tombe sur la tête encore en plus. Ouais. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, on a la chance d'être encore vivant. Voilà. On a la chance d'être encore vivant, de ne pas avoir de marques qui resteront à vie. Et puis voilà, ils ont utilisé des objets non contendants, donc au moins ils n'auront pas de cicatrices. Ils auront sûrement des cicatrices. Vous avez des battes de baseball, c'est ça que tu m'as dit? Apparemment, mais ils ne sont pas trop sûrs. C'était des battes ou des matraques. Enfin, tu sais, quand tu prends un coup dans la tronche. Ouais. C'était quoi? Tu ne demandes pas. Donc voilà, aujourd'hui, il est encore en vie et puisqu'ils ont été menacés plusieurs fois de si tu parles pas, je te brûle, je te mets le feu. Mais voilà, donc ils sont encore en vie, ils sont contents de l'être. Et le combat reprend et continue. C'est ça. Voilà. C'est incroyable. Et puis tout de suite, c'est
Nous, on a la chance, tu vois, regarde, on peut s'exprimer, on peut s'extérioriser, on a des gens qui nous appellent, des potes qui nous appellent, des inconnus. Est-ce que le président Emmanuel Macron a appelé ton papa? Alors, il est passé par moi, oui, parce qu'il n'avait plus de téléphone. D'accord, il t'a appelé donc? Ouais. Pour te demander comment ça allait Ouais, il a été adorable et très humain. Pas dans la posture politique du tout. Pas du tout, ça. Du tout. Oui. Au-delà des bleus, ce qui est terrible, c'est le traumatisme psychologique. C'est-à-dire que tous les soirs, quand vous endormez, vous avez le souvenir de ce cauchemar, de vous faire réveiller avec une torche électrique dans les yeux comme ça. Pour trouver le sommeil après, ça doit être un truc, mais je pense à eux, mais je prie pour qu'ils arrivent à dormir, parce que ça doit être une épreuve tellement... Torture. Torture. Ce matin, il y a ton demi-frère, Laurent Tapie, qui a poussé un petit coup de gueule contre les critiques qui ont pu émaner de la... C'est pas mon demi-frère, c'est mon frère, pardon, excuse-moi. Non, mais ça veut rien dire, demi-frère. Moi, je suis ton demi-frère, voilà. Non, voilà, toi, t'es mon demi-frère. C'est ton frère, voilà, c'est ça. Qui ont pu émaner de la gauche ou de la droite après l'agression dont a été victime Bernard Tapie et sa femme Dominique, et c'est vrai que ça... Moi, vraiment, ils ont été agressés, j'ai vu des tweets, et notamment, je le dis, Jean Messia, on ne peut pas faire des choses comme ça après une agression, c'est pas possible, regardez. Les photos, pour moi, c'est un moyen de les renvoyer dos à dos. C'est-à-dire qu'on a les extrémistes de gauche qui disent bah voilà ce que c'est que d'avoir des résidences secondaires, des bijoux, des montres, etc. En gros, bien fait pour vous. Et ceux de droite qui disent, d'extrême droite, qui disent ah bah ta bonne mine, Tapie qui défendait l'immigration, c'est des immigrés qui t'ont volé. Alors que je ne vois pas en quoi le fait que leur peau soit foncée permet immédiatement de dire que c'est des immigrés et des délinquants, en faisant, comme d'habitude, l'amalgame immédiat entre les deux. Donc j'espère que ces photos-là vont leur permettre de se voir dans toute leur imbécilité. Il est bien, le frérot. Non, mais c'est vrai qu'il est bien. Non, mais vraiment, il est bien. Et puis, moi, j'ai été très, très choqué par... Messia, il faut juste lui répondre un truc. Alors, on va revoir le tweet de Jean Messia, si on l'a, bien sûr. Les agresseurs de Bernard Tapie sont 4, dont 3 Africains et 1 de type nord-africain. Le même Bernard Tapie qui accusait Jean-Marie Le Pen de mensonges sur le lien entre insécurité et invasion migratoire. Il est aujourd'hui rattrapé par la réalité. Bon rétablissement. Ça, Jean... C'est indigne. Il ne peut pas s'empêcher de tweeter ça. J'ai juste une réponse à lui faire. C'est qu'ils se souviennent de qui a sauvé les gens dans l'hypercachère sur les attentats de Charlie Hebdo. Bien sûr. Voilà. C'était un immigré nord-africain. C'est vrai. Donc, on a reçu d'ailleurs ici. Qui a été naturalisé d'ailleurs. Qui a été naturalisé par son geste. Donc, Messia, reste chez toi, ferme ta gueule. Et surtout les autres tweets aussi, on a vu des tweets, comme l'a dit ton frère, de gens qui disaient, c'est ces gens qui ont des résidences secondaires avec des bijoux, c'est incroyable d'entendre ça, franchement, Stéphane. C'est une minorité, c'est une minorité. J'ai vraiment vu beaucoup plus de bienveillance. Non, mais bien sûr. Que de ces gens-là qui ne méritent même pas qu'on leur réponde. Je dis, Messia, qu'il aille voir à l'hypercachère s'ils n'étaient pas contents qu'il y ait un immigré nord-africain pour les sauver. Voilà. Donc, c'est des amalgames à la con. Gilles, oui. Je trouve que la famille est digne. Excusez-moi, je suis ému. La famille est digne dans l'extrême douleur, dans le... Excusez-moi. Je sais que vous êtes très proche de Bernard par comme si c'était la famille, donc j'ai du mal à... J'ai du mal. Je trouve qu'ils sont d'une extrême dignité dans la violence de ce qu'ils ont vécu et ça ajoute encore à l'émotion, qui est une émotion, à part quelques imbéciles, tout le monde est avec vous totalement. Gilles, on sait que vous avez une relation particulière avec Bernard Tapie. Quand vous avez appris ça, vous... Depuis que j'ai appris ça, c'est comme si c'était ma famille, comme si c'était mes parents. Je suis bouleversé. C'est horrible de faire ça. C'est horrible, horrible, horrible. Là, pas du gain. Excusez-moi. Excusez-moi. Mais voilà, il y a plein de gens à qui ça arrive et qui ont pas cette chance d'avoir tout ce soutien. Parce qu'un soutien comme ça, qui soit anonyme sur les réseaux, pour le coup, pour une fois, les réseaux, ils étaient bienveillants. Et puis, le président, ça fait du bien. Ça fait du bien, tu vois, de te sentir aimé après avoir eu cette violence. Et là, tu te dis, merde, il y a quand même d'autres gens à qui ça arrive. Et eux, ils n'ont pas cette bienveillance-là. Donc, il faut penser à eux. Il faut surtout penser à eux, pas se plaindre. Nous, ça va, ils sont rentrés à la maison. C'est des coups, c'est des coups.
C'est des coups, quelques coups de plus. Ils font plus mal, ceux-là, physiquement, au départ. Après, c'est un peu moralement. Mais il faut penser à ces gens qui n'ont pas la chance que nous, on a, entre guillemets, d'être aussi bien entourés. Aujourd'hui, il y a forcément un traumatisme pour Bernard et Dominique. Ils ont pris des mesures de sécurité, ils ont pris des gens où ils continuent à vivre normal comme... Non. Ils ont pu dormir hier soir? Non, c'était compliqué. C'est compliqué. C'était compliqué. Mais je sais que le président a mis en place un système de sécurité de son fait. C'est lui qui l'a décidé. Personne ne lui a demandé. Donc, par bienveillance. Macron, ça, oui. Par bienveillance. Voilà. Et Madame Macron a été très classe. Vous l'avez eue? Plusieurs fois. Et c'est une grande dame. Pour prendre des nouvelles, elle a pris des nouvelles. C'est vraiment une grande dame. Et il n'y a aucun racolage politique là-dedans. Je sais. Alors, très sincèrement. Je sais. C'est vraiment une grande dame. Là, c'est juste, ils ont pas fait de la politique, ils ont juste fait leur travail. Voilà, ils ont juste... C'est eu la réaction qu'on aurait tous eu. Oui, ils ont eu de l'humanité, exactement. Exactement. Mais même... et c'est vrai, il y a eu plein de gens d'autres partis qui m'ont appelé, où j'étais assez étonné, et parce qu'ils trouvent ça, à juste titre, inadmissible. Donc, voilà, c'est cette solidarité qu'il faudrait mettre en place pour les victimes anonymes, qui, eux, n'ont pas cette chance-là, justement. Stéphane, oui. Ton témoignage il est très fort ce soir. Qu'est-ce que tu as à dire qu'est-ce que tu aurais à dire à ces agresseurs? Parce que c'est vrai que quand on est... Faire un petit tour à Marseille. Oui, c'est ce que je disais. Juste 48 heures au Beaumet. Quand on voit son papa comme ça, forcément, tu devais être... Tu me connais. Je te connais. Tu me connais. Que ça boue. Tu avais envie de tout péter. Je sais pas, j'avais. Tu as toujours envie. Ah ouais. Bah ouais. Tu vas plus éteindre ton téléphone la nuit, je pense. Comment? Tu vas plus éteindre ton téléphone la nuit maintenant. Si, mais j'en ai pris un autre. D'urgence. Exactement, j'en ai pris un autre de secours. Ouais. Mais c'est petit lâche. Il y a Jean Messia qui répond, qui dit qu'il aurait aimé s'expliquer voilà, sur ce qu'il a dit. Voilà. Et, on n'a pas trop envie, en fait. Voilà. Et qu'apparemment, voilà, Voilà. Donc, voilà. Il dit ce qu'il veut, Messia. C'est bon. Voilà, en tout cas, Stéphane, merci d'avoir été là. Mais t'es, comme tu disais, mon demi-frère. Donc, je sais qu'on t'aime. Donc il fallait que je vienne. Et on fait d'énormes bisous à Bernard et Dominique. Voilà. Et on t'aime et tu reviens nous voir quand tu veux, bien entendu. Ici, c'est chez toi.